on se penche maintenant sur la mise en œuvre des politiques culturelles et en s'appuyant plus spécialement sur les directives opérationnelles proposées, qui vont être proposées pour adoption lors de la prochaine réunion du comité intergouvernemental de la Convention sur la diversité des expressions culturelles. Donc, on fait référence ici à la Convention sur la diversité des expressions culturelles. Et je voudrais tout simplement rappeler peut-être quelque chose qui est important lorsqu'on débat de ces questions-là dans le cadre de la Convention. Il y a une interprétation, une façon de voir les industries culturelles, les biens et les services culturels qui est spécifique à la Convention et qui, je pense, mérite d'être rappelé ici avant qu'on poursuive plus avant la discussion. C'est quelque chose qui remonte même avant la Convention comme perception des choses. Déjà en 1992, un chercheur australien, John Sinclair, expliquait que les industries culturelles sont des industries qui produisent des biens et des services culturels, des services qui expriment d'une façon ou d'une autre la manière de vivre d'une société, comme le livre ou la télévision, ou encore qui occupent une place particulière dans son système de communication sociale, comme la publicité ou la presse. Ce sont des industries qui expriment et transposent la vie sociale en musique, en mots, en images. Elles offrent les termes et les symboles qui façonnent notre pensée et notre discours à propos de nos différences sociales, du désir de vivre de divers groupes, d'être reconnus, de l'affirmation et de la contestation des valeurs sociales et enfin de l'expérience du changement social. Les industries culturelles, en d'autres termes, jouent un rôle important dans le maintien de la cohésion sociale. Ça, c'est ce que disait un auteur en 1992. Mais cette perception-là, on la retrouve presque en totalité dans la Convention sur la diversité des expressions culturelles. Il y a des dispositions de la Convention qui décrivent, par exemple, ce que sont les biens et services culturels et les industries culturelles. Et c'est sensiblement la même chose que ce que l'on vient de dire. C'est vraiment quelque chose qui caractérise cette convention. En d'autres termes, pour peut-être résumer ça, on pourrait dire que du point de vue de la convention, les biens et services culturels et les industries ne sont pas des produits comme les autres, ce sont des produits qui ont leur propre spécificité et qui ne doivent donc pas être assimilés à des biens commerciaux en tant que tels. Alors voilà un peu la perception de la convention. Bon après-midi tout le monde. C'était une longue journée et j'espère que nous avons un peu plus d'énergie pour la fin. On est tous ici, on vient d'ailleurs, alors on est tous un peu jet-lag. Alors si c'est pas parce qu'on a dormi un peu ce matin, c'était pas ça, c'était des débats très riches et très intéressants. Et les directives que je vais présenter maintenant, il y a des copies, je ne sais pas si tout le monde a une copie de ces directives, qui sont juste dans la table hors de la salle. Mais je trouve qu'après toutes les discussions, les débats ce matin, c'est peut-être un peu un résumé de tout ce qui a été dit. Et on va regarder ça ensemble. Les directives. Bon, ça c'est un projet de longue haleine, ça a commencé en 2012. C'est pas quelque chose que nous avons inventé les derniers mois, c'est vraiment le résultat d'une longue consultation qui a commencé, comme je disais, en 2012, quand le numérique était un grand thème dans les discussions du comité intergouvernemental. Il y avait à cette époque-là une idée qu'il faut réviser le texte de la Convention, de faire quelque chose de radical, parce qu'il n'y a aucune mention dans la Convention des biens et services culturels numériques. Mais nous, on dit que c'est bien que ce n'était pas mentionné dans la Convention, parce qu'à l'époque, 2005, c'est pas très loin, il y a 11 ans, on n'a pas discuté
les biens et services culturels dans l'ère numérique. C'était d'autres questions. Et peut-être encore dans 10 ans, on va avoir encore d'autres questions. Et alors, c'est pour ça que nous sommes contents que le mot, l'idée numérique n'était pas dans la Convention, mais des principes et des valeurs sont dans la Convention pour guider, pour aider les politiques sur les biens et services culturels, n'importe quelle technologie est utilisée pour les créer, distribuer ou consommer. Alors, voilà un peu les étapes. Les bons projets de directives qui sont devant vous sera adopté, on espère, en décembre, dans quelques semaines. Bon, qu'est-ce que c'est des directives? Les directives, c'est un texte qui est négocié par les parties de la Convention et qui apporte des précisions au texte de la Convention dans une manière d'aider, d'encourager les parties d'appliquer la Convention dans telle ou telle manière. Les directives servent à orienter ou actualiser la mise en œuvre de la Convention. C'est important de souligner que les directives ne sont pas destinées à créer des nouvelles obligations. Ça, c'est quelque chose que les parties nous demandent tout le temps. Ça ne crée pas des nouvelles obligations. Et en plus, ils ne sont pas obligatoires. Alors peut-être vous avez la question, mais ça sert à quoi alors? S'il n'y a pas d'obligation, et s'ils ne sont pas obligatoires. Mais en même temps, le premier point, que ça apporte des précisions du texte, ça c'est quelque chose de très important. C'est le rôle le plus important des directives, parce que ça donne une interprétation du texte de la Convention dans un autre environnement. Voilà. Alors, je vais essayer d'aller vite. Les structures des directives correspondent au rapport sur la mise en œuvre, l'impact de la Convention, le rapport global de 2015. Et dans ce rapport, on a créé des objectifs. Si on atteint de mettre en œuvre la Convention, qu'est-ce qu'on veut à la fin? Alors, on a défini des objectifs, c'est de renforcer des systèmes de gouvernance de la culture, de rééquilibrer les échanges de biens et services culturels, l'intégration de la culture dans le cadre du développement durable. Ça, c'est des grands objectifs de la Convention, y compris dans l'ère numérique. La deuxième partie des directives, c'est plutôt une liste des activités que la société civile peut faire, des parties, et ça définit aussi le rôle de l'UNESCO dans la mise en œuvre de ces directives. Alors, il y a, comme je disais avant, les directives sont basées sur les principes de la Convention. Premièrement, c'est réaffirmer les droits d'État d'adopter les politiques et mesures qu'ils jugent appropriées. On a parlé beaucoup aujourd'hui des différents types de mesures. Dans plusieurs pays, ils sont en train de faire la même chose. Ni la Convention, ni les directives sont là de dire qu'il faut mettre en œuvre ce type de mesures. Les États, ils ont leur droit souverain sur ces questions. Alors, les autres principes, je viens de dire, sur la promotion à l'accès équitable
et des échanges équilibrés, la reconnaissance des aspects économiques et culturels de développement durable, la promotion de la coopération internationale et la promotion du respect des droits fondamentaux, en particulier la liberté d'expression, d'information et de communication dans l'environnement numérique. Alors, les directives sont basées sur ces principes. Et après, comme vous savez tous, qu'il y a dans la Convention des chapitres sur les politiques culturelles ou des politiques qui peuvent soutenir les différents volets de la chaîne de valeur. Alors, la première partie s'est concentrée sur la création, le volet création, de soutenir des nouvelles formes de créativité. Et vous voyez ici des exemples comme un appui direct aux artistes, de mettre en œuvre de nouveaux programmes de formation, etc. Après, bien sûr, c'est le volet de production, de soutenir la modernisation des industries culturelles et créatives. Par exemple, on a parlé tout à l'heure sur les nouvelles formes de financement, de soutenir les entrepreneurs et les entreprises culturelles. Alors, le volet distribution, de soutenir la circulation des œuvres dans l'environnement numérique, y compris beaucoup d'entre vous ont parlé des algorithmes, par exemple, Big Data et ce genre de questions qui sont très importantes. Aussi, il y a un aspect ici qu'on n'a pas trop parlé aujourd'hui, c'est la question du commerce et d'encourager un commerce équitable, transparent et éthique. Accès, bon, ça, on a parlé beaucoup de la question de accès, d'assurer la liberté d'accès et de participation à la vie culturelle dans l'environnement numérique, y compris la question de soutenir la diversité linguistique et les interfaces de traduction. Le deuxième objectif de la Convention concernant l'échange des biens de services culturels, les directives mentionnent plusieurs thématiques, plusieurs engagements que les parties devraient prendre. Par exemple, de développer des approches intégrées lors de la négociation des nouvelles ententes commerciales, incorporer des clauses culturelles appropriées qui couvrent le numérique, et on sait très bien dans les négociations de commerce, les biens et services culturels numériques sont inclus dans les accords. Alors ça, c'est quelque chose qui est très clair dans les directives, qui est nouveau pour la Convention, et d'adopter des mesures de traitement préférentiel applicables dans l'environnement numérique. Alors ça, c'est dans mon avis, le cœur de ces directives. Après, on passe à la question de culture et développement. Maintenant, dans notre monde, culture et développement et l'agenda 2030 des Nations Unies est très important. Alors, tout ce qu'on fait maintenant, il faut trouver les points d'entrée entre la Convention, ses directives et le nouveau agenda 2030 pour voir comment on peut renforcer le message que la culture est importante pour le développement, même si on ne trouve pas trop dans le nouveau agenda 2030 niveau culture.
Alors, comme on disait hier, la société civile, c'était au cœur de la Convention. Et aussi, ils ont un rôle, une responsabilité aussi dans toutes les directives opérationnelles qui sont adoptées par les organes statutaires jusqu'à maintenant, y compris les directives sur le numérique. Plutôt des activités pour la société civile pour le moment, c'est vraiment de transmission d'informations parce que les gouvernements, ils ont besoin de savoir quels sont les défis, les opportunités. Je crois que, Monique, vous avez dit tout à l'heure qu'il faut dire au ministre que c'est pas l'Internet n'est pas neutre. Et si quelqu'un ne dit pas, peut-être elle ne sait pas. Alors, non, ça c'est un petit exemple de dire qu'il y a des défis, il y a des opportunités que les politiciens peut-être ne savent pas tous. Alors, c'est le rôle et la responsabilité de la société civile de faire des études, de communiquer ce genre d'informations. Et aussi de travailler avec nous pour continuer la réflexion dans les autres organisations internationales. Pas que à l'UNESCO, pas que dans les organes statutaires de la Convention, mais aussi dans d'autres organisations internationales comme l'OMPI, comme OMC, comme l'Union de télécommunications, les autres. Il y a même si les directives ne sont pas obligatoires, on essaie de créer des types d'obligations pour les parties dans les directives qui ne sont pas trop gênantes, c'est-à-dire d'inclure des informations sur la politique liées à la protection et la promotion de la diversité culturelle, diversité des expressions culturelles dans l'environnement numérique. Ça, ils peuvent faire vers leur rapport périodique. Ou, par exemple, d'encourager la collecte des statistiques sur les usages, les pratiques et les marchés en matière de culture numérique. Au Canada, il y a tout un système institutionnel pour les statistiques, mais ça, c'est unique dans le monde. Alors, cette recommandation, cette obligation, c'est très important, peut-être pas pour le Canada, mais pour le Québec, mais pour les autres pays. Et le rôle du secrétariat, nous, c'est de collectionner toutes ces informations, de constituer une liste de bonnes pratiques qu'on est en train de faire. Et si je ne me trompe pas, dans la liste de bonnes pratiques qui est déjà en ligne, il y a une mention sur la stratégie numérique du Québec. Et à la fin, de renforcer la coopération avec les acteurs internationaux. Aussi notre travail. Alors, les directives, comme je disais tout à l'heure, on va discuter en décembre. Le 14 décembre, matin du 14 décembre, plus précisément. Et si vous avez des commentaires, des questions, nous sommes au secrétariat très ouverts d'avoir ce genre de commentaires. Comme c'était un processus qui a duré au moins 4 ans pour le moment, on a encouragé les partis, les sociétés civiles de ne pas rentrer dans un exercice de rédaction, mais surtout de regarder les directives et de nous donner des exemples concrets, des idées que nous avons manquées dans les directives. Et à la fin, je voudrais juste remercier Véronique parce que nous avons rédigé le texte des avant-projets avec Véronique et avec notre expert
qui travaille avec nous, qui vient d'Argentine, Octavio Gulez, et avec notre spécialiste à Paris, Laurence Meyer-Robitaille. On a fait une belle équipe de travailler ensemble pour rédiger l'avant-projet. Et j'espère que ça va rouler. Merci. Merci. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a actuellement une actualité extrêmement forte sur la diversité culturelle. Ce matin, ce qui m'a frappé dans le débat plutôt canadien sur les modifications du système culturel, c'est que les questions qui sont posées sont exactement les mêmes qu'en France et qu'en Europe. On a les mêmes problèmes. Alors, je pense qu'en France, on a commencé un peu en avant à faire des réponses, dans la mesure, par exemple, où il existe, on a voté il y a 2 ans une taxe sur Netflix, mais on n'a toujours pas appliqué parce que la France, on n'est plus des pays tout à fait libres. Avant de prendre des mesures de politique culturelle, il faut aller demander l'autorisation aux libéraux de Bruxelles. Et l'Allemagne, qui a pris la même mesure que nous, vient d'obtenir l'autorisation. Et on espère donc en France avoir bientôt l'autorisation. On a quand même perdu 2 ans de ressources pour financer la création française et les Allemands pour financer la création européenne. Donc il y a une actualité qui est liée complètement à l'arrivée du numérique qui bouleverse les équilibres du système et qui rogne sur les capacités des politiques publiques d'agir. Et ça rogne sur les capacités dans la mesure où vous vivez ici la même chose. Les grands opérateurs Internet, évidemment, s'installent dans les pays où, ils ne peuvent ne pas payer d'impôts. Ne pas payer d'impôts, c'est-à-dire quand ils ne payent pas d'impôts, c'est nous qui en payons pour eux. Ils s'installent dans les pays où il n'y a pas de soutien véritablement à la création, c'est-à-dire que toutes les taxes dont on parle n'existent pas. Et ils s'installent aussi dans les pays où ils peuvent avoir le moins de soucis en matière de réglementation sur les données personnelles. Un des biens, on en a parlé ce matin, un des biens qui s'utilisent, ce sont aussi les données personnelles. Par exemple, les grands opérateurs Internet en Europe sont installés dans des pays qui sont très connus pour leur soutien à la création, l'Irlande, le Luxembourg, dont le président actuel de la Commission est bien entendu le champion d'optimisation fiscale pendant une quinzaine d'années, en tant qu'ancien Premier ministre du Luxembourg, et puis le nouveau paradis qui sont les Pays-Bas. Les Pays-Bas ont inventé un système qu'on appelle le double sandwich, enfin, c'est très compliqué, qui permet d'échapper aux fiscalités en surchargeant les redevances que l'on est censé sortir de l'extérieur. Est-ce que vous savez par exemple qu'Apple a actuellement à peu près 160 milliards d'euros entassés aux îles Vierges. Et que lorsque Apple, à la demande d'une partie de ses actionnaires, a dû distribuer des bénéfices, ils n'ont pas puisé dans ces 160 milliards, ils ont emprunté. Parce que ça leur coûte moins cher d'emprunter que de rapatrier les fonds et de payer les taxes qu'ils auraient payées aux États-Unis. Actuellement, d'ailleurs, c'est un des gros sujets, puisqu'il y a une très grosse différence dans la fiscalité entre ce que ces entreprises payent pour leurs activités aux États-Unis et ce qu'elles payent en Europe. Donc vous voyez qu'on a quand même affaire à des drôles de moustiques. Mais s'ils peuvent faire cela, c'est parce que les politiques nationaux ou les politiques européens les ont laissés faire. Depuis une quinzaine d'années, on n'a pas pris conscience des problèmes que posait l'installation des entreprises. Maintenant, on a commencé à en prendre conscience, à la fois sur le plan de la fiscalité, sur le plan de la réglementation. Et actuellement, en Europe, on est en train je crois que Sophie en parlera, de changer les réglementations et d'imposer aux entreprises de vidéo allemandes, par exemple, une obligation de programme européen.
Alors cette obligation, dans la proposition de la Commission, est extrêmement faible, c'est 20%. Il faut se souvenir que lorsqu'on a fait une directive pour les télévisions classiques, qui s'appelle la directive Télévision sans frontières, l'obligation était de 50%. Faut-il que la création européenne se soit effondrée pour qu'on soit passé de 50 à 20%? Alors qu'on produit en Europe plus de films, plus de séries, plus de programmes de toute nature, de musique, que naturellement les États-Unis, qui sont le pays qui sont le plus concernés et qui peuvent apporter un challenge à la production européenne. On est aussi en train de changer une règle, qui est la règle qu'on applique maintenant en matière de fiscalité indirecte, c'est-à-dire la TVA, c'est-à-dire qu'on pourra soumettre à des obligations de financement de la création en fonction des recettes qui sont faites dans le pays de destination. Actuellement, par exemple, le chiffre d'affaires de Netflix est pris en compte pour la totalité en Hollande, puisqu'ils se sont basés en Hollande. Dans le nouveau système, on pourra soumettre Netflix à des obligations de taxes et d'obligations de financement de la production dans le pays où il exerce ses activités. Et ça, c'est un changement extrêmement important, puisque l'ensemble du système des politiques européennes, mais encore plus en France que dans d'autres pays, repose sur une idée assez simple, c'est que c'est la diffusion qui doit financer la création. Tout le système, c'est le principe, on a commencé en France après-guerre en taxant les salles de cinéma, c'était à l'époque le principal vecteur du cinéma, et même le seul, et on a taxé les salles pour financer la production de films. Ensuite est arrivé la télé, on a taxé la télé, ensuite est arrivé le DVD, on a taxé le DVD, ensuite est arrivé les services Internet, on a taxé les services Internet. Le seul sujet avec les services Internet, c'est que la concurrence est déloyale, c'est-à-dire les services Internet français sont soumis à une taxe, sont soumis à une obligation de financement de la création nationale, alors que pour le moment, les services qui sont bien évidemment délocalisés ne sont pas soumis aux mêmes obligations. Donc, un des principaux objectifs d'une politique culturelle, c'est de rétablir les conditions d'une concurrence loyale et de redonner les marges de manœuvre aux États. Donc ça, c'est ce qu'on essaye de faire. Mais c'est pas facile. C'est pas facile parce que les entreprises Internet, ils ont gagné beaucoup d'argent, vous voyez, 160 milliards. Mais ça leur laisse beaucoup de moyens pour faire du lobbying, pour faire de l'influence auprès des responsables et des politiques de tous les pays. Le deuxième sujet qui menace les politiques culturelles, et ça, on a bien sûr des experts ici, ce sont les accords commerciaux internationaux. Parce qu'il faut bien que vous vous rendiez compte, pour ceux qui ne connaissent pas bien le système, c'est que si vous signez un accord commercial international dans lequel vous vous engagez à libéraliser vos politiques culturelles, c'est-à-dire vous incluez la culture dans la négociation, vous perdez vos marges de manœuvre pour toujours. Alors j'ai coutume de dire que c'est la rivière sans retour et sans Marilyn Monroe. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez fait votre engagement, vous ne pourrez plus revenir dessus. C'est-à-dire si des responsables politiques à un moment donné se trompent, et si vous changez de gouvernement, le gouvernement suivant ne pourra pas revenir sur ce qui a été décidé. Donc je dirais que c'est la mère de toutes les batailles, parce que c'est la bataille qui permet de continuer à faire de la politique culturelle ou de ne pas en faire. Or, actuellement, après cette bataille très importante qui avait été menée en 1993, et qu'on a gagné, en tout cas pour la partie européenne, dans les accords du GATT, puisqu'on a refusé de libéraliser ce qui était demandé par les Américains, c'est-à-dire l'audiovisuel. Alors il y a eu des engagements sur des secteurs comme le livre, mais c'est parce qu'à l'époque, ces secteurs-là estimaient qu'ils avaient des intérêts offensifs et estimaient pour eux favorables de prendre certains engagements. Je pense qu'ils se sont trompés. Et ils sont sans retour. En tout cas, pour l'audiovisuel et le cinéma, on les a sortis des engagements de libéralisation. Et c'est à la suite de ça qu'a été d'ailleurs créé aussi l'OMC. Regardez l'OMC. Aucun accord véritable n'a été fait
à l'OMC. Tout simplement parce qu'au moment du GATT, les choses étaient assez simples, c'était des discussions entre les pays riches. Une fois que les pays riches étaient entendus, ils avaient payé les pauvres. On obligeait les pays africains à suivre ces engagements qui étaient faits. Maintenant, il y a des riches toujours, il y a des pauvres, et puis il y a toute une zone intermédiaire de pays qui se sont un peu rebellés et qui en réalité empêchent l'aboutissement d'accords à l'échelon international avec 164 pays, puisque la règle à l'OMC, c'est la règle du consensus, je crois comme à nous. Donc, on est passé maintenant à des accords régionaux, puisqu'il n'y a plus d'accords généraux. Ces accords régionaux, nous, on a vécu un en Europe, qui est le TTIP, le traité transatlantique, qui est un accord qui était censé libéraliser les services entre l'Europe et les États-Unis, et dans lequel le président de la Commission européenne de l'époque, le portugais Barroso, avait proposé aux Américains d'inclure la culture. Sauf que ce même Barroso qui avait proposé d'inclure la culture, le service audiovisuel en particulier, je l'avais vu moi, parce que j'étais présent, signer, au nom de l'Europe, la Convention UNESCO sur la diversité culturelle. Il avait même fait un magnifique discours. Donc, retenez quand même une chose, méfiez-vous des discours des hommes politiques. Alors, on lui a fait remarquer. Ensuite, on a compris, puisque maintenant il travaille chez Goldman Sachs, donc on a compris à peu près les raisons de... Enfin, je dis ça, c'est pas parce qu'il travaille chez Goldman Sachs qu'il a fait ça, il a fait ça parce que les Américains, une de leurs principales préoccupations, c'est de libéraliser les services audiovisuels. Et maintenant, les services Internet, à cause de la puissance des grandes entreprises de l'Internet. Et Barroso savait que s'il ne mettait pas sur la table de négociation les services audiovisuels, les services Internet qui véhiculent des créations, il n'obtiendrait pas l'accord du président Obama pour ouvrir les négociations. C'est pour ça qu'il l'a fait. On a mené une bataille assez sévère contre Barroso, parce que, je dois vous dire, j'ai l'air gentil, mais on est quand même assez violent quand on nous fait des coups comme ceux que Barroso nous a fait. Et finalement, on les a fait reculer parce qu'en matière d'accords culturels internationaux, il y a une règle, alors elle n'est pas extraordinairement précise, mais il y a quand même un principe qu'il faut normalement l'unanimité. Donc le président français, François Hollande, a opposé son veto à l'inclusion de la culture. Et de l'autre côté, ça a été sur le plan politique très important. Le Parlement européen a voté le mandat, mais en excluant la culture. Alors, le vote du Parlement européen ne s'imposait pas à la Commission européenne, mais il avait une signification politique extrêmement importante, puisque le vote ensuite a été adopté avec une très large majorité. Donc, pour le moment, le TTIP, on n'est pas trop inquiet, puisqu'on a l'élection de Donald Trump, et on n'a pas senti dans les déclarations de Donald Trump une sorte de volonté farouche d'accroître la libéralisation du commerce international. Il y a un autre accord qui est sur la table qui s'appelle TISA, dans lequel la culture n'est pas non plus dans le champ de la négociation et qui regroupe un certain nombre de pays riches. Et puis il y a eu le fameux accord avec le Canada, le CETA, qui finalement sera sûrement adopté après une petite révolte des Belges francophones. Adopté par les gouvernements. Et parce qu'ensuite, dans tous les pays, il faut que l'accord soit ratifié. Alors ça devient de plus en plus compliqué maintenant de faire ratifier des accords commerciaux par les différents pays pour une raison assez simple, et on l'a vu avec le phénomène du Brexit, c'est-à-dire le départ de la Grande-Bretagne de l'Union européenne. Les gens, les citoyens n'ont plus confiance dans la machine européenne. La machine européenne ne génère plus le degré de confiance qu'elle générait il y a une quinzaine d'années. Il y a une quinzaine d'années, tout le monde considérait que c'était bien d'avoir l'Union européenne. Maintenant, ça s'est beaucoup inversé. Et le rôle de la Convention UNESCO, même si sur le plan juridique, et si on veut, le principe qu'elle affirme est très clair, mais ce principe, il faut toujours se battre pour le faire respecter par les gouvernants. Le rôle de la Convention UNESCO, c'est quand même que
on n'a jamais autant parlé de diversité culturelle. Donc elle est quand même un facteur d'influence important pour nous, pour défendre la diversité culturelle et obtenir de la part des responsables politiques un certain nombre d'engagements. Moi je pense que on a eu une bataille principale, c'était celle du GATT en 1993. Pour les Européens, on a eu une bataille il y a 2 ans sur le TTIP, mais on n'a pas fini d'avoir des batailles. Il y aura toujours des batailles. On sera mort depuis très longtemps que soit la diversité culturelle, enfin, au sens de la capacité de faire des politiques culturelles, aura disparu, soit ceux qui nous succéderont devront toujours se battre pour obtenir le droit de mener librement les politiques culturelles, parce que les milieux d'affaires, l'idée qu'il y avait quelqu'un ici qui l'a très bien exprimé, en gros je fais ce que je veux, je suis un bon entrepreneur, c'est bien, c'est ça qui compte. L'idée qu'on puisse encadrer les activités économiques choque beaucoup de gens. L'Internet renforce, et le sondage sur les jeunes était aussi très instructif, renforce l'idée que sur ces questions-là, l'État ne doit pas intervenir. Tout se passe naturellement, c'est ce qui se dit, fait que le combat pour la diversité culturelle n'est jamais terminé. Et c'est pour ça que c'est extrêmement important qu'ici, là où est né le mot même de la diversité culturelle, parce que nous on avait inventé exception culturelle. Mais exception culturelle, c'est devenu symbole d'une résistance du village d'Astérix. Voilà, les Gaulois qui se défendent, c'était mauvais, donc on est allé chipper sans payer le droit d'auteur, c'est de la part d'un représentant des sociétés d'auteurs, on est allé chipper le mot de diversité culturelle aux Canadiens et en particulier aux Québécois qui l'avaient inventé, et on l'a fait aussi pour une raison, c'est que on nous a tous les diplomates, et nous écoutons les diplomates, ils nous ont dit diversité culturelle, c'est beaucoup plus rassembleur. C'est bien meilleur qu'exception, c'est-à-dire que sous le terme de diversité culturelle, on peut obtenir ce qui est l'objectif de la politique, plus de voix que les autres. Donc voilà, donc merci beaucoup aussi de m'avoir invité, de faire cette chaire de diversité culturelle, et j'espère qu'on aura bientôt la même chose en France et dans d'autres pays d'Europe. Merci, mais justement, j'invite tout le monde à aller visionner un documentaire qui s'appelle le titre de Prix à payer, de Howard Crooks, que vous allez certainement trouver, qui parle justement de comment ces Google, Apple de ce monde réussissent à échapper à toute contrainte fiscale. C'est assez hallucinant, c'est très récent, c'est un film qui date de 2 ans, c'est une coproduction d'ailleurs québéco-française. M. Robert vient de faire référence, il dit, bon, le Québec est à l'origine de l'expression de la diversité culturelle, mais surtout, ce dont moi je me souviens, c'est la fabuleuse mobilisation civile qu'il y a eu au Canada et au Québec il y a maintenant une quinzaine d'années, parce qu'évidemment ça a précédé l'adoption de la Convention. Et là, on a pu assister au meilleur, c'est-à-dire une prise de conscience de la société civile, des organisations qui font du travail auprès de leurs membres et auprès de la population, en lien avec des chercheurs universitaires qui ont travaillé sur ces enjeux au même moment, donc une collaboration et une résonance politique. Et la réunion de l'ensemble de ces intervenants a permis réellement ici de faire avancer des choses, donc d'abord de faire reconnaître ici dans notre propre pays, au Québec et au Canada, l'importance du droit à la diversité culturelle ou à l'exception, bref, qu'on doit continuer d'exister, les autres aussi, et d'agir au plan international, ce qui a abouti sur l'adoption de cette convention. Convention qui, en passant, est signée par la très, très, très grande majorité des pays, sauf les États-Unis, on peut toujours dire les États-Unis et Israël. Bon.
10 ans plus tard, on se retrouve dans quel contexte? Alors, on se retrouve, bon, moi, je peux vous me ramener à l'ALENA. Alors, pour ceux qui sont plus vieux, comme moi, se souviennent très bien du grand débat social et politique qui a eu lieu autour de la conclusion de l'accord de libre-échange nord-américain, qui ensuite, bon, qui a inclus le Mexique. Et c'était quelque chose dont tout le monde parlait tous les jours. Donc, oui, finalement, il a été conclu. Il y a eu des pressions, il y a eu des ruptures de négociation et il y a eu ce qu'on appelle la clause de l'exception de la culture parce que pour les Américains, vous imaginez qu'un territoire comme le Canada ou les États-Unis, avec la culture, c'était un raz-de-marée inévitable. Alors, il y a eu de la résistance, ça a été conclu. C'était en 88, à peu près. Le gouvernement suivant avait dit qu'il déchirait l'accord, ce qu'il n'a pas fait, parce qu'ils ne le font jamais. Alors, en 2016-2017, on se retrouve devant quoi? Et je dois dire, assez découragée. Assez découragée parce que je ne vois plus cette mobilisation citoyenne de la société civile pour s'intéresser aux questions de ces grands accords commerciaux internationaux. Oui, on est entre experts, on se prêche en converti ici, hein, il ne faut pas se leurrer. Mais il n'y a pas de prise en charge pour que le débat puisse que la population s'approprie le débat. Bon, les producteurs de lait font bien leur truc, les fabricants de fromage aussi. Mais en culture, il n'y a pas de voix qui s'élève. Vraiment, il n'y a pas de voix organisée. Ah, bon, il y a eu nos amis les Wallons qui se sont agités. Alors, moi, je trouve ça délicieux. J'ai ça. Les réseaux sociaux ont bien servi, là, le premier ministre Magnette, on a tous écouté. Mais il a dit des choses assez fondamentales. On en a marre de ces négociations à porte close, où on ne comprend pas le vocabulaire utilisé, où, au fond, ça échappe à toute démocratie. Et là, je pense que là, on a tous une obligation à agir de ce côté-là, chacun dans notre cours, chacun dans nos pays, chacun dans nos régions. Bon, l'accord, le CETA est conclu, ça va prendre du temps, mais entre le Canada et l'Europe, en matière de culture, il reste que on peut un peu comparer des pommes avec des pommes, ou des oranges avec des oranges, parce qu'on est dans des pays qui ont des systèmes de soutien à la culture qui, bon, semblent être tout à fait pareils, s'inspirent de la même philosophie. On accepte ce qu'il y ait des soutiens publics, qu'il y ait des aides à la culture, bon. Et il y aura probablement des chicanes, ça c'est sûr. Mais avec les États-Unis, c'est tout à fait autre chose. Parce que le soutien public à la culture n'existe pas. Hein? PBS, là, c'est pas... non, PBS, il faut qu'il fasse des bandes de garage pour se financer. J'exagère. Mais le soutien public n'existe pas. Et le soutien public et les soutiens publics dont on s'est doté, et ça fait longtemps, quelqu'un est venu nous dire, ça fait 100 ans, si un accord était signé sans qu'on reconnaisse les exceptions de la diversité, tous nos systèmes pourraient être questionnés. C'est-à-dire le soutien aux livres, le soutien au cinéma, le soutien à la... Il n'y a pas un secteur culturel au Canada qui n'est pas protégé sous une forme ou sous une autre. Et ça fait notre affaire. On est content parce qu'on sait que ça a permis une création absolument exceptionnelle, culturelle, et une qualité de production aussi assez exceptionnelle. Moi, je crois que les enjeux actuellement sont... Bon, Donald Trump a été élu, probablement que le traité transpacifique s'est juré de jamais signer, on ne verra pas le jour. Bon, mais écartons ça. Mais il y aura d'autres choses qui vont survenir. Il promet aussi de remettre en question la ligne. On sait que c'est pas le faire. Mais, comme l'a dit Pascal, un autre traité va se présenter, un autre accord va se présenter. Et si on ne saisit pas à chaque fois l'occasion d'aller répéter les valeurs de base et qu'est-ce qui doit être débattu par nos représentants, on va en échapper. Actuellement, il y a une grande consultation, donc on en a parlé beaucoup ce matin, du côté fédéral,
qui est le principal maître d'œuvre en termes de signature d'accords commerciaux, d'accords internationaux. C'est le temps d'y aller. C'est le temps d'aller parler de ces choses-là. Et surtout pas accepter une réponse qui dit « Ah, nous, c'est la culture, c'est ci, c'est ça c'est trade qui s'occupe de ça, ou c'est commerce. » Non, 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 ça nous concerne. Ça nous concerne parce que, oui, il y a une partie de la culture qui est de l'activité commerciale. Ce sont des biens qui se vendent. Ce sont des biens qui sont sur les marchés internationaux. Et donc, il faut veiller à nos affaires. Est-ce que tout le monde sait ici qu'on est un marché domestique dans le domaine du cinéma pour les États-Unis? On est un marché domestique. C'est déjà, dans ce contexte-là, un miracle que le cinéma québécois réussisse à se démarquer dans le monde. Mais quand vous allez ici, là, à Sainte-Foy, au cinéma Cinéplex du coin, ou si vous allez à Lévis, au multiplex, vous allez voir que la plupart de ces écrans sont occupés ou réservés pour des films américains. Et quand c'est un gros, le Star Wars, il va prendre 3 écrans, et pas juste un. Et il va déplacer non seulement les films québécois, mais les films européens qui avaient pu se placer ici, parce qu'on est devant un état de fait. Moi, ce que je souhaite vraiment, c'est le credo actuellement de Trump, c'est le moins d'intervention possible de l'État dans les choses. Ça a été un peu amoindri sous l'administration Obama, mais ça va revenir. Puis on l'a eu pas mal aussi pendant quelques années au fédéral. Mais si des gouvernements en place au Canada et au Québec n'usent pas de leur pouvoir réglementaire, ça risque d'être assez désastreux pour l'ensemble de nos secteurs culturels, pour les appeler des secteurs, les domaines, l'industrie, bref, l'ensemble de ça. Et les pouvoirs réglementaires, il y en a certainement, à Ottawa, ils vont tous les reviser, mais il ne faudrait pas, et c'est vrai, tu sais que les lobbies, les Google, les compagnies, c'est pesant, ça pèse lourd. Ça pèse lourd parce qu'il y a beaucoup de monde, ils ont beaucoup d'argent, mais ça pèse lourd aussi idéologiquement. Non, vous êtes contre la réglementation, c'est une contrainte à la liberté, on prête des discours que vous pouvez lire et entendre constamment. Or, il faut au contraire renforcer un discours contraire qui dit vous devez réaffirmer des principes de base, vous devez adopter des lois, des systèmes, des règlements qui vont faire en sorte que ces valeurs de base puissent continuer d'exister dans le pays. Il faut aller voir aussi le gouvernement du Québec qui a des pouvoirs réglementaires. Le gouvernement du Québec a des pouvoirs réglementaires. Dans la matière, c'est lui qui donne les permis aux distributeurs de cinéma, c'est lui qui donne les permis aux exploitants de salles de cinéma. Bref, il y a cette double responsabilité, double juridiction, on peut agir. Quelqu'un a évoqué tout à l'heure qu'il y avait un sentiment, les sondages, je ne sais pas si les sondages sont encore là, c'est un sentiment d'impuissance, que c'est tellement énorme, c'est tellement compliqué qu'on ne peut plus agir, que la compréhension de la chose échappe au commun des mortels, puis qu'il n'y a rien à faire. Sentiment assez répandu chez les plus jeunes en particulier, qui n'ont pas une mémoire de combats sociaux qui ont pu être gagnés au fil des ans. Moi, je donne toujours la même chose aux jeunes femmes. Pensez-vous que les congés de maternité payés, ça a toujours existé? Non, ça fait pas longtemps. Pensez-vous que telle chose a toujours existé? Non, ça a été gagné de haut pied. Donc, ce sentiment de s'organiser, la nécessité de s'organiser, de parler, de prendre la parole. Il n'y a rien de plus facile que de faire un like sur Facebook pour appuyer une campagne ou de faire une pétition. Mais s'organiser, aller dans une assemblée municipale, ou aller en commission parlementaire, ou aller dans une audience publique de consultation, puis de prendre la parole pour défendre son point de vue, ça, c'est plus difficile. Mais on est, je le crois sincèrement, en ce moment, cette consultation fédérale exige ce type de mobilisation. Exige que quand quelqu'un affirme la neutralité du web ou du net, vous levez la main et vous dites « je ne suis pas d'accord » ou « qu'est-ce que ça veut dire » ou « je propose ceci ». Parce que la conséquence
de modification de régime qui aboutirait à un retrait plus ou moins, je ne pense pas que ça arrivera, mais qui va faire en sorte qu'il y a beaucoup moins de réglementation. C'est ce que souhaitent toutes les entreprises, moins de réglementation. Parce qu'il ne faut pas confondre réglementation et bureaucratie. Tout le monde est d'accord de dire qu'il y a moins de bureaucratie, moins de paperasserie, ça, tout le monde est d'accord. Ça ne veut pas dire ça, moins de cadre réglementaire pour savoir où on doit agir. C'est le moment, dans la politique culturelle au Québec, c'est maintenant qu'il faut agir. Et certains vont dire qu'on est impuissant chez nous, il faudrait une gouvernance mondiale. Il faut les deux. C'est-à-dire qu'il n'y aura jamais de gouvernance mondiale s'il n'y a pas des pressions nationales ou régionales. Et l'inverse, l'un, éventuellement, s'appuie sur l'autre pour agir dans la bonne direction. On ne peut pas vivre que de conventions internationales. On va s'appuyer sur une convention internationale pour dire qu'il faut ça, ça, ça dans notre pays. Et dans le même sens, au plan international, on dit tel pays fait quelque chose d'exemplaire, on devrait s'en inspirer, ou tel autre pays fait quelque chose d'exemplaire, on devrait s'en inspirer. Et c'est comme ça que se contaminent, au fond, des bonnes pratiques et que se partagent les bonnes valeurs. Alors moi, je suis, bon, je dirais pas que je suis optimiste de nature, ni particulièrement pessimiste, mais je sais une chose, il y a des moments dans l'histoire, il faut les saisir. Et si on ne les saisit pas, le train passé, puis c'est très difficile de revenir en arrière. Je pense qu'ici, en particulier au Canada, 2016-2017 sont des années extrêmement importantes, qui vont être tout aussi marquantes que les grandes réformes qui ont été faites à la fin des années 60, début 70, puis après ça au début des années 90. Merci. Bonjour. Tout d'abord, je souhaiterais remercier l'Université de Laval et particulièrement Véronique Évremont d'avoir invité l'Observatoire moderne audiovisuel à ce débat. Je dois dire que j'ai été frappée moi aussi, comme Pascal, par la similarité des questions qui se posent au Canada. Je pensais qu'on avait les mêmes problèmes, mais je ne pensais pas que ça se poserait dans des termes si identiques. Alors tout d'abord, avant de commencer, j'aurais voulu vous présenter très brièvement l'organisation pour laquelle je travaille. Donc, l'Observatoire européen de l'audiovisuel est une organisation de service public qui fait partie du Conseil de l'Europe, qui est basé à Strasbourg, en France. Il est financé par 40 États membres, plus l'Union européenne, qui est représentée donc par la Commission européenne. L'Observatoire a été créé il y a 25 ans et il a pour mandat de promouvoir une plus grande transparence sur l'industrie audiovisuelle en Europe. Cette transparence, nous essayons de la promouvoir en fournissant des informations juridiques et économiques sur tous les secteurs de cette industrie, et plus spécifiquement cinéma, télévision, vidéo à la demande et tous les nouveaux médias, ainsi que les financements qui sont attachés à chacun de ces secteurs. Voilà, à titre personnel, je suis particulièrement contente d'être ici aujourd'hui parce que j'ai eu l'occasion dans ma carrière de participer au début de l'exception culturelle avant que ça ne devienne la diversité culturelle. Donc je suis particulièrement heureuse de vous présenter l'approche européenne pour ce qui est de la mise en place d'une politique de promotion des œuvres européennes et de la production indépendante dans l'environnement numérique. Alors, la Convention a joué un rôle fondamental, je ne reviendrai pas là-dessus au niveau international, en réaffirmant le droit souverain des États de mener des politiques culturelles. Elle a créé aussi des obligations, des engagements pour que les États mettent en place de véritables politiques pour promouvoir cette diversité. L'Union européenne, à ce titre, peut donner un exemple intéressant de politique innovatrice. L'Union européenne a une compétence explicite dans le domaine de la culture, bien que limitée, puisque les prérogatives principales appartiennent aux États membres. Mais principalement, le traité donne à l'Union européenne un rôle pour promouvoir l'épanouissement des cultures des États membres dans le respect de leur diversité régionale et nationale, tout en mettant en évidence l'héritage culturel commun. Une autre disposition qui est très importante du traité est l'article qui veut que la Commission prenne en compte, l'Union prenne en compte dans toutes ses politiques l'aspect, la dimension culturelle.
Alors, les domaines d'intervention de l'Union dans la culture sont vastes. Ça va des droits d'auteur au soutien. Aujourd'hui, je vais vous parler exclusivement de la politique dans le domaine des médias, pour plusieurs raisons. D'une part, par le rôle que les médias ont dans la société aujourd'hui comme hier. D'autre part, parce que c'est un peu avec les services audiovisuels que la Convention est née en 2005. Et enfin, parce que c'est aussi dans le domaine des services audiovisuels que l'Union européenne a un rôle qui va au-delà du principe de subsidiarité, qui est le rôle, donc, un rôle de coordination entre les États membres. Alors, le cadre juridique audiovisuel en Europe est la directive sur les services de médias audiovisuels, qui avant était la directive Télévision sans frontières, et cette directive contient des obligations en matière de promotion des œuvres européennes et de la production indépendante, qui sont fondées sur donc, le besoin de promouvoir la diversité culturelle. Aujourd'hui, les développements liés au numérique ont créé des opportunités, comme on l'a vu ce matin. Pour certains intervenants, ça a été un potentiel énorme en termes de développement et de nouvelles stratégies. Ça crée aussi de nouveaux problèmes, notamment, comme on l'a évoqué aussi ce matin, des problèmes de concurrence déloyale, des problèmes de contribution au financement par ces nouveaux opérateurs, des problèmes de place des contenus locaux et de trouvabilité des contenus. Toutes ces problématiques sont actuellement en cours de discussion au niveau européen, à travers notamment la proposition de révision de la directive sur les services de médias audiovisuels pour l'adapter au contexte numérique. Donc je vous propose tout d'abord de voir quels sont, je vais aller très rapidement parce que à cette heure-ci, rentrer dans des considérations juridiques, c'est un petit peu difficile. Mais bon, vous présenter le cadre réglementaire de ces obligations. Ensuite, nous allons voir comment celles-ci ont été mises en œuvre au niveau européen, dans les États membres, et quelles sont les limites principales rencontrées. Et enfin, je terminerai en allant très vite sur ce qui a déjà été mentionné par Pascal, des nouvelles mesures qui sont proposées. Alors, donc, le cadre légal, je ne reviendrai pas dessus, c'est la directive sur les services de médias audiovisuels. Elle a été adoptée dans sa version actuelle en 2007, transposée par les États membres. Elle vise deux types de services, les services linéaires et les services non linéaires, donc à la demande. Elle ne s'applique qu'aux services qui sont édités par des fournisseurs de services commerciaux, donc tout ce qui est fourniture de services fournis par les utilisateurs est exclu de son champ d'application. Et elle propose une harmonisation à minima, c'est-à-dire que les États membres sont libres d'aller au-delà des dispositions qui sont prévues dans la directive. Elle inclut depuis ses origines, en 1989, les obligations de promotion des œuvres pour ce qui est des services de radiodiffusion. Donc, ces obligations pour les services de télévision, c'est de réserver 50% du temps de diffusion aux œuvres européennes et de réserver au moins 10% du temps d'antenne ou alternativement 10% du budget de programmation aux œuvres émanant des producteurs indépendants, chaque fois que cela est réalisable. Pour ce qui est des services à la demande, c'est seulement en 2007 que ceux-ci ont été inclus dans les obligations de promotion des œuvres. Et alors là, la directive a offert une certaine flexibilité aux États. On leur a proposé de mettre en place soit des obligations d'investissement dans la production, soit des contributions au budget des fonds nationaux. La deuxième possibilité est de mettre en place des obligations de part d'œuvres européennes réservées dans les catalogues des fournisseurs à la demande. Et la troisième possibilité est ce qu'on appelle des obligations de prominence ou de mise en valeur. J'ai entendu aussi trouvabilité, c'est aussi un terme qui est utilisé, à chaque fois que cela est réalisable. Donc, qu'en est-il de la mise en œuvre de ces obligations? Comme vous pouvez le voir sur cette carte assez colorée,
il y a une très grande diversité entre les États membres. Certains États ont choisi d'introduire des obligations d'investissement. D'autres ont choisi les parts dans les catalogues. Certains États ont choisi de mettre en place les deux obligations, soit ensemble, soit alternativement. Et certains États ont encore choisi de prévoir une obligation très générale sans entrer dans le détail de la manière de l'accomplir. Alors, dans le débat européen de ces dernières 2 ans, une des questions qui s'est beaucoup posée et que j'ai entendue aussi ce matin, c'est la question donc, de la trouvabilité des contenus. Il y a beaucoup de contenus en ligne, mais comment assurer un accès effectif aux contenus locaux, dans le cas de l'Europe, aux contenus européens. Alors, les obligations de mise en valeur dans les catalogues ont été aussi variées dans les États membres. Certains États ont choisi d'en faire une obligation, d'autres ont laissé une possibilité aux fournisseurs. Quels sont les outils principaux qui ont été utilisés pour la mise en œuvre? Ça va de l'identification des œuvres européennes dans la page d'accueil, au moteur de recherche pour les œuvres européennes. Ça peut être aussi lié, les œuvres européennes, à un type de festival ou d'événement qui les mettent en valeur. Là aussi, quand on voit au niveau européen, il y a eu une grande diversité de possibilités dans les pays, chacun ayant choisi ce qui correspondait mieux à leur diversité culturelle. Alors, quel est le bilan? Selon une étude de l'Observatoire européen de l'audiovisuel, qui est unique en Europe, nous avons développé une technique de scrapping, ça s'appelle, je ne suis pas économiste, mais mes collègues m'ont l'expliqué avant de partir. C'est un petit moteur, un petit robot qui va dans les catalogues des services à la demande et qui repère toutes les œuvres européennes. On a une base de données qui s'appelle Lumière à l'Observatoire et donc qui fait le lien pour voir la présence des œuvres européennes dans les catalogues. C'est un échantillon donc de 75 services à la demande. Et le résultat que l'on a trouvé, c'est que la proportion de films européens, si vous regardez la deuxième colonne, qui est en termes de volume la plus représentative, n'atteint pas 30%, comparé à 60% des œuvres américaines et 12% d'œuvres non européennes. Pour ce qui est de la circulation des œuvres, qui était aussi un des objectifs de la directive, là aussi le bilan est plus que mitigé, puisqu'on constate que pour un film européen dans un pays, un film américain circule dans 4 pays. Donc là aussi le bilan n'est pas satisfaisant. Alors, quelles sont les limites qui ont été identifiées par la directive? D'une part, en 2007, lorsque la directive a été adoptée, il n'y avait pas les acteurs globaux qu'il y a aujourd'hui sur le marché. Aujourd'hui, les fournisseurs de services de médias audiovisuels à la demande proviennent de tous les maillons de l'industrie, que ce soit des chaînes de télévision, mais aussi des opérateurs télécoms, des plateformes et même des producteurs ou distributeurs de films ou des archives. Et cette complexité, comme on l'a vu, s'accompagne de nouveaux modèles commerciaux. J'ai entendu tout à l'heure content is king, mais aujourd'hui on peut dire que data is queen. Et que ce nouveau système, cette nouvelle importance des données ne met pas tous les opérateurs sur le même plan d'égalité en termes de concurrence. Donc le problème que l'on a, c'est que d'un point de vue réglementaire, la directive est basée sur 2 types de services, comme on a vu, linéaire et non linéaire, et que pour définir un service non linéaire, la définition n'est plus tellement adaptée aux services d'aujourd'hui. Par exemple, voilà les principaux critères pour un service à la demande. C'est un service de type télévisuel, en concurrence avec la radiodiffusion. Mais comment peut-on comparer un service
d'une plateforme avec un service de radiodiffusion. C'est très difficile d'un point de vue juridique. Une deuxième question qui est importante, c'est le principe, le critère du contrôle éditorial d'un fournisseur de services sur les contenus. Là aussi, comment est-ce qu'on peut dire, quand on a une chaîne de contenu autogénérée par des algorithmes comme YouTube, qu'il y a un contrôle éditorial? Ça remet en question beaucoup de critères juridiques qui sont utilisés. Donc, la question du cadre réglementaire applicable est liée complètement à cette définition au départ, puisque si on a un service classifié audiovisuel à la demande, et il tombe sous le coup de la directive, donc il y a certaines obligations en matière de contribution au financement et bien d'autres obligations, alors que si c'est un service intermédiaire de plateforme, ça tombe sous le coup de la directive commerce électronique qui là prévoit un régime d'exemption de responsabilité. Donc ce n'est pas une question anodine. Le deuxième problème important qui a été identifié, et là aussi je n'étendrai pas longtemps puisque Pascal en a déjà parlé, c'est le principe du pays d'origine, qui veut que le fournisseur de services dépend de la juridiction de là où il a son siège. Donc dans le cadre des services des acteurs globaux, n'est pas rare de voir que les cas de contournement ou jurisdiction shopping, où les opérateurs choisissent les pays où les obligations sont les moins strictes. Donc là, comme cela a été mentionné, l'Allemagne et la France ont une approche tout à fait innovatrice en proposant des systèmes qui taxent, qui ont une contribution sur les opérateurs situés dans un autre État membre qui ciblent leur pays. Donc récemment, l'Allemagne, le système allemand a été validé, donc le système français ne devrait pas tarder à l'être non plus. Voilà, alors, quelle est, dans ce contexte, la nouvelle approche qui est proposée? D'une part, le quota d'œuvres dans les catalogues, ça fait beaucoup de bruit dans la presse, puisque c'est comme toujours le cas des quotas. La proposition fait état de 20% de quotas d'œuvres européennes. Selon les chiffres de l'Observatoire, ce chiffre est déjà dépassé par Netflix ou Amazon ou iTunes, qui propose déjà près de 30%. Par contre, cela peut se justifier. On imagine que la Commission a choisi ce taux de 20% pour certains services tels que les services opérés par les câbles opérateurs ou certains services d'opérateurs réseau IPTV qui peut-être ont plus de difficultés à atteindre ce taux. C'est actuellement un taux qui est proposé, mais au Parlement déjà, il y a des propositions d'élever ce taux à 30%, et on ne sait pas encore vraiment à combien ça restera. Le deuxième changement, c'est d'obliger les fournisseurs de services à mettre en place, enfin les États membres à mettre en place des obligations de prominence dans les œuvres. Là aussi, bon, il y a des questions qui se poseront, comme le contrôle et comment assurer le suivi, mais ça c'est encore la phase postérieure. Et enfin, la troisième grande innovation en termes de promotion des œuvres dans les services sur Internet, c'est le principe du pays d'origine. La Commission a choisi une approche plutôt pragmatique, c'est-à-dire qu'elle ne revient pas sur le principe en question, mais elle a prévu quelques dérogations, notamment pour accepter des systèmes comme la France ou l'Allemagne, et peut-être d'autres pays dans le futur, qui voudront imposer des obligations d'investissement de ces opérateurs dans la création, dans les fonds de soutien ou dans la culture. Alors, quelles sont les prochaines étapes? Donc, pour conclure, je dirais que, donc, comme je disais, actuellement au Parlement, il y a un grand débat. C'était une proposition qui devait aller de manière assez rapide jusqu'à son adoption, mais les positions sont assez éloignées entre la Commission, le Parlement et le Conseil. Il y a plus de 1040 amendements qui ont été déposés à la Commission Culture du Parlement européen, qui est en charge d'établir un rapport sur cette proposition. Donc,
il y a encore beaucoup de matière à discuter. Il y a des auditions publiques avec le secteur, justement, pour voir comment accommoder de la meilleure manière possible ces propositions. Je pense toutefois que cet exemple est intéressant parce qu'il propose une solution, enfin une réponse en tout cas aux questions qui sont posées. Maintenant, l'efficacité sera démontrée au fil des années, une fois déjà que la directive sera adoptée, une fois que les États membres auront transposé cette directive et mis en place des obligations, et avec le temps aussi, on verra comment ces obligations sont mises en œuvre dans la pratique. Voilà, je voulais conclure en vous faisant un peu de publicité pour 2 rapports que l'on a publiés cette année à l'Observatoire qui sont complètement en rapport avec ce sujet. Notamment le dernier, c'est en français, en anglais et en allemand, c'est les langues officielles de l'Observatoire. Le dernier rapport est terminé, mais est actuellement en cours de traduction. Il est complètement sur ce sujet et il devrait être disponible sur nos sites web gratuitement téléchargeable d'ici la fin de l'année. Voilà, c'est sur justement comment faire contribuer les opérateurs, les nouveaux acteurs online au financement de la création. Je vous remercie. Alors, je voudrais faire un commentaire sur les propos de Mme Simard à propos de la diversité culturelle. On a ici un accord de libre-échange avec les États-Unis qui s'est négocié dans les années 80. Et avec une ferme volonté du président Reagan et du premier ministre Mulroney, on a réussi à arriver à un accord qui a été durement négocié. Et par cet accord, on a réussi à enlever de l'accord la politique agricole, une partie de la politique agricole canadienne, en particulier les quotas de lait, les œufs et la volaille. Et l'autre volet qui a été exclu, ce sont les produits culturels. Et pour le côté américain, ça a créé beaucoup de mécontentement parce que les Américains ont une philosophie bien simple à propos des produits culturels. C'est le marché qui décide. Un film, c'est un film, et s'il est bon, il va faire ses recettes et ça va bien aller. S'il n'est pas bon, il va être déficitaire, et voilà, c'est le jugement du marché. Alors donc, depuis cette époque, on a eu une révision du traité d'accord de libre-échange avec l'ALENA qui a inclus le Mexique, et là encore, malgré des pressions de l'industrie et du lobbying des produits culturels, le cinéma en particulier, on a réussi à maintenir encore notre gestion de l'offre des produits agricoles et des produits culturels. Récemment, le CRTC a demandé à Netflix de se soumettre aux règles du CRTC concernant entre autres sa contribution, comme les EDR font, au Fonds des médias, et Netflix a tout simplement envoyé promener le CRTC. Aucune réponse. Il continue de diffuser sur Internet, se disant que ça ne le concerne pas. C'est la neutralité d'Internet, n'importe quoi peut circuler. Et si les gens le regardent, eh bien, voilà, c'est comme ça que fonctionne l'Internet. Et maintenant, avec l'élection de M. Trump à la tête des États-Unis, qui a promis d'ouvrir l'ALENA, je pense que là, il faut qu'il montre, soi-disant, qu'il a obtenu des gains avec ses partenaires commerciaux. Alors, sûrement qu'il y aura quelques
quelques gains du côté du Mexique, qui seront d'ailleurs au détriment des entreprises américaines. Et du côté du Canada, un des enjeux, et là ça va être très difficile pour le Canada de résister, ce sera des produits culturels. Et il pourrait donc arriver que dans la renégociation de l'ALEI, que l'on perde l'exemption concernant les produits culturels, et à ce moment-là, toute forme de subvention à l'industrie de la culture sera illégale, et donc ça ne pourra pas être diffusé aux États-Unis, ou encore on aura des amendes où les entreprises américaines pourront poursuivre le gouvernement canadien devant les tribunaux pour empêcher que l'on subventionne notre industrie culturelle. Du côté agricole également, c'est bien possible qu'on fasse sauter les gestions de l'offre que l'on a ici. Alors, je pense qu'on est dans une situation, là, il faut être conscient de cette menace-là. Et moi, je m'attends là à ce que les derniers secteurs protégés qu'on avait réussi à établir il y a maintenant plus de 20 ans, risquent de sauter avec les prochaines négociations, la renégociation du traité de libre-échange. Je vais peut-être compléter un peu sur ce sujet-là. Je pense que les risques sont peut-être pas aussi sérieux que vous faites entrevoir. Par exemple, pour les subventions, il y a un peu de fait maintenant que les États-Unis ont reconnu que les subventions allaient pas intervenir au Canada dans le domaine de l'audiovisuel, et ça, dès le début de la négociation, qui ne sont toujours pas terminées, les négociations commencent. Ils avaient souligné qu'ils seraient pas en demande pour le domaine des subventions. Dans d'autres domaines également, comme l'investissement, il y a des chapitres qui sont sur l'investissement, mais je ne pense pas qu'on remette en cause la loi canadienne sur l'investissement dans le domaine culturel. De façon générale, la possibilité que les États-Unis demandent quelque chose me semble de fait peut-être réel, mais lié essentiellement à ce qu'ils essaient de faire présentement dans leur négociation régionale, c'est-à-dire un chapitre sur le commerce électronique qui se libéraliserait de façon horizontale tout ce qui est échange électronique de services culturels. Mais ça, c'est pas fait. C'était sous Obama. Je veux dire un mot sur les subventions. Les Américains subventionnent. Puisque la Californie, par exemple, avait vu disparaître pas mal de tournages, parce qu'il y a une partie qui se faisait à Vancouver et l'autre à Montréal. Et donc, ils ont mis en place des systèmes infra-étatiques à l'échelon des États pour maintenir les tournages sur place. Donc, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de subventions. Alors, ce n'est pas des subventions pour la qualité, pour la création. C'est de l'aide fiscale, mais pour l'emploi. Mais ce sont quand même, du point de vue juridique, des systèmes de subvention. Je veux dire un mot dont je pense que certainement, il faut être très, très, très vigilant. On peut penser que ça peut être pire, jusqu'à bon, ils ne s'intéresseront pas trop. Moi, il y a des secteurs qui m'inquiètent, même si c'est moins dans ma cour, c'est par exemple tout le secteur du livre du Canada anglais, qui est sous la loupe des Américains depuis fort longtemps. Déjà, il y a beaucoup de maisons d'édition qui ont été achetées et tout ça. Pour nous, on a une loi qui nous protège. Il reste que c'est le 2/3 de ce que nous consommons. On l'a vu, tous les chiffres, les statistiques. La culture est consommée à travers un produit numérique dématérialisé. En musique, en film, etc. Il y a des livres numériques et tout ça. Alors, si le commerce électronique, l'échange de biens culturels
passe par l'électronique et se consomme par l'électronique, ou le numérique, excusez-moi, par le numérique, encore là, ça va être... il y a une exception pour le ballet, il y a une exception pour le spectacle vivant, une exception pour l'art contemporain. Quand on arrive dans les vraies opérations commerciales qui, maintenant, en culture, sont principalement faites à travers ces appareils, qu'en est-il? Donc, même dans le libellé, ou le pouvoir du libellé du traité de Trans-Pacifique, c'est comme 2 chapitres séparés. Donc, il faut être très, très, très vigilant. Je pense qu'on a l'obligation de rappeler, parce que nos interlocuteurs sont les ministres de la Culture ou du Patrimoine, et puis Fleur Briand me rappelait avec justesse que ça n'avait pas été Marcel Mars dans les années 80 pour sauver dans les négociations avec les Américains, on ne sait pas si c'est arrivé. Donc, on a, c'est nos interlocuteurs politiques, les ministres de la Culture, du Patrimoine, Culture, etc. Il faut les interpeller, il faut les forcer à ce qu'eux interpellent leurs collègues qui sont au commerce international, qui sont à l'industrie ou qui sont en négociation. On n'a pas le choix. Et moi, je me suis fait répondre, il y a quelques mois, où je parlais à quelqu'un du Patrimoine Canada, je dois absolument savoir ce que dans les accords, c'est de toute urgence, parce que je préside l'Association canadienne des équivalents de SODEC, il y en a un peu partout à travers le Canada, au MDC, etc. Ils ont dit, mais pourquoi? Je dis, écoutez, si on ne sait pas ce qu'il y a là-dedans, on perd le temps. Et quelqu'un du Patrimoine a dit, mais c'est pas nous, ça c'est Trade qui s'occupe de ça. Ben, je dis, non, vous devez vous en occuper. Alors, c'est pas évident tout le temps pour nos interlocuteurs en culture qu'il y a des enjeux là. Oui, c'est vrai. En fait, l'atelier porte sur le rôle de l'État à l'élaboration des politiques culturelles. Et ce que j'ai bien aimé, c'est la présentation en particulier de l'Observatoire audiovisuel basé sur la transparence. Et dans une politique culturelle et dans les politiques culturelles, il faut avoir la transparence pour dire qu'est-ce qui se passe au niveau de la diversité des expressions culturelles sur un territoire. Et il ne faut pas négliger cet aspect-là aussi dans les futures politiques, autant fédérales qu'au Québec. Je pense que c'est ce que j'entends et l'Observatoire européen réussit très bien à mixer cette recherche de demain en allant chercher de l'information sur l'offre, à défaut d'en avoir de la solide sur la demande. Et la demande, c'est tout le défi du Big Data actuellement, et de se dire est-ce qu'on arrivera un jour à travailler et accéder à du Big Data, donc à sortir de la privatisation de la donnée pour produire vraiment des données probantes, il faudrait utiliser le mot, et donc toute cette notion de transparence est importante, donc au niveau du politique culturelle, ça me semble très important. Oui, en fait, moi, je voudrais faire un commentaire, ou revenir plutôt sur un commentaire à la suite de la présentation de Monique Simard, où elle s'étonnait qu'il n'y avait pas au niveau de la société civile, qu'il n'y avait pas de voix, mais oui, Elle dit de voix très forte. De voix très forte. Ben, moi, je vous dirais que de ce côté-là, il ne faut peut-être pas s'en étonner depuis une quinzaine d'années avec tout ce que vivent les organismes culturels, que ça soit tout le temps par les décisions fédérales et provinciales. Que plusieurs organismes ont disparu depuis. On pense à la Conférence canadienne des arts ou à la Coalition canadienne sur la diversité culturelle qui a vu ses budgets coupés. Un réseau comme les Arts et la Ville, la même chose, ou des organismes qui ont disparu en région. Donc, cette voie-là, c'est beaucoup aménusé, de faute d'avoir les moyens de soutenir le fonctionnement, entre autres. On met de plus en plus des obligations de gestion de projet, mais un fonctionnement qui amène une stabilité au niveau de ces organisations-là qui étaient et qui sont et qui devraient être encore des grands partenaires de l'État pour défendre justement cette souveraineté culturelle-là, qui ont été dans les grands dossiers, vous l'avez rappelé, celui de la Convention sur la diversité culturelle, mais pour bien d'autres dossiers également. Je pense que cette voie-là est dans le cadre d'une politique culturelle actuellement en renouvellement au Québec. Il faudrait peut-être réentendre cette voie-là pour aussi au niveau des régions, au niveau des villes, au niveau des organismes culturels qui peinent à survivre. Parce que le combat pour ces organisations-là, actuellement, c'est à ce niveau-là. Voilà. Je suis d'accord avec vous et peut-être si je m'exprimerais davantage comme citoyen que comme représentant d'un organisme de l'industrie.
Ce que vous dites est vrai, mais toutefois, ce qui me préoccupe encore davantage, et c'est Monique qui l'a évoqué, c'est justement au-delà de ces organismes représentatifs de nos industries, de nos différents secteurs culturels, dans la population en général, où soit on s'en préoccupe peu, ou particulièrement du côté des jeunes, on est peut-être découragé par la complexité de ces questions-là, peut-être, comme l'a dit M. Regard, rebuté par l'opacité de certaines de ces discussions sur des accords internationaux, ou apparence d'opacité. Et je crois que le gouvernement a son rôle à jouer et le joue. Je pense que les organismes représentatifs des différents secteurs de l'industrie ont un rôle de plus en plus important à jouer parce que de toute évidence, et quand on regarde les résultats, entre autres, qu'a présenté Mme Vallée, ça dépend encore une fois si on veut voir le verre à moitié plein ou à moitié vide, mais qui ont eu certains succès, mais on constate qu'on aura un combat de tous les instants. Je pense qu'il faut aussi essayer de trouver des moyens de mobiliser la population en général et particulièrement les gens. Et je pense que ça demeure possible. Regardons ici au Québec l'exemple, je sais que pour certains c'est peut-être controversé, mais du printemps érable. On en a vu un exemple récent où on a une mobilisation très forte citoyenne. Donc, je crois que ça demeure possible. Comme le dit Monique, c'est sûr que c'est plus facile de faire un like sur Facebook ou, si on veut faire un gros effort, de faire un partage. Et si on réussit à expliquer, et je pense que c'est en quelque part un peu notre devoir aux jeunes, qu'il en va de leur propre identité. Je pense qu'on a tous un devoir de le faire. Et je souhaite qu'on aura du succès avec ce coup. Une question de la salle. Bonjour, Marie-Claire Lacroix. J'ai besoin de bouger, c'est pour ça que je suis venue au micro. Donc, Marie-Claire Lacroix, Culture pour tous. Stéphane, quand vous dites, on pourrait voir ce que les jeunes veulent, les jeunes peuvent être mobilisés, je suis un peu déçue qu'il n'y ait eu aucune personne dans votre quarantaine sur le panel de la journée. Alors qu'on est dans Comment vous pouvez la laisser rouler ça? Surtout qu'on est dans une université quand même, donc petit aparté. Je me rappelle d'une citation que Monique avait faite il y a quelques temps, je ne me souviens plus exactement, plusieurs panels où je vous vois, donc je suis un peu confuse, mais donc elle disait que les grandes plateformes comme telle Spotify, telle Netflix et tout ça, c'était pas normal qu'ils en sachent plus sur le comportement de nos citoyens que nous-mêmes. Est-ce que, là c'est vendredi, soyons fous, est-ce que cette espèce de taxe Netflix dont on parle tout à l'heure, depuis le début de la journée, pourrait être l'obligation de transmettre les métadonnées associées au comportement des utilisateurs? J'en sais. Tout à l'heure, juste un point là-dessus. Selon ma compréhension, lorsqu'il y a eu l'audience Parlons Télé, les CRTC, selon ma compréhension, n'ont pas demandé à Netflix de verser des contributions semblables aux câbles distributeurs, au fonds des médias ou à d'autres. Ce qu'ils ont demandé, je crois, c'est que Netflix révèle leurs données sur la consommation de contenu canadien par des Canadiens sur leur plateforme. Et c'est là qu'effectivement, s'est fait envoyer tête le président du CRTC. Est-ce qu'il y a des mesures coercitives possibles? Là, moi, je ne suis pas juriste. Peut-être que Mme Vallée ou d'autres auraient des réponses là-dessus. Ou des contenus généraux. Tu sais, si par exemple, on sait que Netflix, que les consommateurs, à 90% aiment les contenus d'horreur, qu'ils soient canadiens ou non, on sait qu'on est capable de produire des contenus d'horreur. C'est un peu aussi ce côté-là, au-delà de simplement, tu sais, bon, c'est sûr que c'est divergent, il y a plusieurs opinions là-dessus, d'offrir que le contenu qui est souhaité. C'est une partie, on peut aller en création aussi, mais je vous laisse répondre. Non, ce qui gêne le plus les GAFA, c'est le problème des données personnelles. Et il y a un rapport qui a été fait en France, très intéressant,
sur la fiscalité, justement. Ça s'appelle d'un inspecteur des finances et d'un conseiller d'État. Donc c'est ce qu'il y a de mieux, ce que produit l'administration française en mieux, plus intelligent. Ils ont proposé de taxer l'utilisation des données personnelles. Avec cet argument, les données personnelles appartiennent à la nation, enfin aux individus, donc à la nation, et on permet à ces gens-là d'utiliser les données personnelles, donc créons une fiscalité sur les données personnelles pour qu'enfin ces entreprises soient soumises aux impôts globaux. Le rapport est très intelligent parce qu'il explique aussi la manière dont ils échappent aux impôts. Alors, il y a des manières très différentes suivant les entreprises, mais tout ça est parfaitement expliqué dans ce rapport Collin et Collin dont je fais la promotion, et que tout étudiant qui va devoir ensuite servir dans une entreprise qui veut échapper aux impôts doit s'en parler, parce qu'ils expliquent tout. Donc il y a des trous partout et ils expliquent comment on pourrait éventuellement les boucher. Simplement, ce rapport n'a rencontré aucun succès auprès de l'administration des finances, parce que l'administration des finances, elle est toujours sur une imposition qui date un peu de la Révolution française, c'est l'impôt sur les portes et fenêtres, avec des entreprises qui n'ont plus ni porte ni fenêtre. Voilà. Alors, je caricature un peu, mais si vous voulez, les modèles de fiscalité qui ont été inventés pour les entreprises classiques, des entreprises industrielles, en réalité ne fonctionnent plus très bien pour des entreprises qui vivent aussi de redevances, parce qu'elles ont un système, elles chargent les redevances pour diminuer les impôts sur les sociétés. Il y a une chose très importante qui a été faite en Europe, ça date d'il y a 2 ans, c'est qu'on a changé le système de TVA. Avant, la TVA allait au pays d'émission, au pays où était situé l'opérateur. C'est pour ça que le Luxembourg attirait les entreprises. Il avait la TVA de ces entreprises. Maintenant, la TVA, elle va au pays de destination, le pays où on consomme. Alors, il a fallu 3-4 ans de discussion pour changer les règles, puisque les questions de fiscalité font l'objet d'une unanimité. Le Luxembourg a eu le droit à 3 ou 4 ans pour s'adapter, parce qu'il était le grand perdant de ce système. Mais maintenant, et c'est pour ça qu'on peut faire des taxes sur les opérateurs comme Netflix, c'est parce qu'on peut les relier à la TVA. Là, la France va connaître et va percevoir la TVA sur Netflix, Apple, et enfin, les opérateurs qui sont délocalisés. Et à partir de la fiscalité, on peut construire une fiscalité culturelle. Vous n'avez aucune chance de créer une fiscalité culturelle s'ils ne payent pas leurs impôts normaux. Donc le premier combat qui intéresse les citoyens, c'est pour ça que je parle toujours de fiscalité, c'est quand vous parlez de financement de la culture, vous n'allez intéresser qu'une faible partie de la population. Si vous parlez des impôts, alors disons, vous voyez, ces gens-là, ils ne payent pas d'impôts, donc vous en payez plus. Là, vous intéressez tout le monde. Je pense qu'on parle de 2 choses. Bon, d'abord, la justice fiscale élémentaire, que ces entreprises-là payent les impôts comme tous les autres impôts dans le pays, je pense que ça va de soi. Et ça, il faut absolument le renforcer. Hein, et puis, c'est un chiffre d'affaires au Canada de 10 millions d'utilisateurs, de 10 piastres par mois de chacun de ces utilisateurs, ça fait tant, tu paieras des impôts là-dessus. Mais la vraie valeur, aujourd'hui, c'est les données. À quelle heure tu écoutes? Qu'est-ce que Yvan écoute ici? Est-ce qu'il écoute ça le samedi matin en rafale? Est-ce qu'un autre écoute ça seulement le samedi soir, les films d'horreur? C'est ça qu'il faut. C'est une femme. Parce qu'oubliez pas, quand vous abonnez, là, vous allez cocher un petit OK, hein, avant de donner votre numéro de carte de crédit, là. Hein, vous allez donner un petit OK qui a le droit d'utiliser tout ça. C'est ça qui vaut de l'argent. Quand ils choisissent de produire, parce que maintenant ils vont à 5 milliards de production l'an prochain, qui décident de produire tel type de série, avec telle vedette, avec tel acteur, parce qu'ils savent exactement, avec précision, quel type d'histoire les gens veulent, quel type d'acteur ils aiment, et surtout faire l'offre quand. Et je vous raconte une chose. Mon beau-frère qui habite au Yukon était abonné à Netflix il y a 20 ans. Netflix a commencé par un système de livraison de cassettes, pas de DVD, là, de cassettes. C'était un club, puis là, tu cochais. Mais quand il recevait son offre, ils avaient remarqué que lui, c'est un géographe, qui aimait bien les trucs nature, animaux, en fait, ce genre-là.
Ben, dear Bruce, you would like this, this, this. Donc, le modèle Netflix de connaître le goût du consommateur, ils le faisaient même par la poste avant. Donc, c'est leur philosophie. Évidemment, avec la technologie, ils ont 1000 personnes qui analysent ces données-là pour tout ça. Et c'est ça qui vaut de l'argent. Et quand je dis, c'est pas normal que Netflix ou Spotify et tout ça connaissent mieux les goûts de consommation culturelle des Québécois, ils nous le vendront pas, on peut pas leur forcer. Cependant, on peut développer nos outils pour savoir ce que les consommateurs québécois consomment. Écoute quoi, à quelle heure, c'est le samedi, c'est le lundi soir, c'est en rafale, c'est tout ça. On dit que c'est l'explosion de la série télé. C'est vrai, de qualité. Soit dit en passant, c'est tourné comme du film, comme du cinéma, hein, au plan cinématographique, filmique. Qu'est-ce qu'ils ont remarqué? C'est que les gens adorent regarder ça en rafale. Donc, on ne fait plus un film d'une heure et demie, on fait une série de 10. Et ils savent exactement qui les consomme en rafale, qui les consomme modérément. Et alors, si vous regardez ce qu'ils produisent, le Netflix Original, c'est ça. Alors, donc, nous, il faut qu'on s'équipe d'outils pour connaître ça, pour savoir aussi vite que ce que les citoyens québécois, canadiens aiment. Alors oui, ça demande de l'argent. Oui, ça demande des cueillettes de données. Oui, ça demande d'investissement dans des outils. Mais il faut qu'on le fasse. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Parce que, et le problème qu'on a aussi, c'est que c'est la promotion. En ce moment, on met tout notre argent sur la création, la production, presque rien sur ce que j'appelle l'exploitation. C'est-à-dire marketing, promotion, tout ce qu'il faut pour dire, parce que, en général, bon, évidemment, Netflix est son propre outil de promotion de façon extraordinaire. Tous les jours, vous avez une nouvelle offre, puis en plus, pour toi, Monique, qui regarde ça, tu vas aimer ci, ça, etc. Mais un film hollywoodien, c'est 100 millions de budget, 50 à 100 millions de promotion. C'est du 50-50. Alors, il faut être capable de comprendre, on ne sera jamais capable d'arriver dans des proportions comme ça, mais on peut y porter beaucoup plus d'attention qu'aujourd'hui. À la SODEC, on a à peine moins de 10 de nos sous en cinéma. Quand même, c'est 50 millions de dollars par année, la SODEC, en film. Quand je pense à la subvention directe et l'aide fiscale, c'est beaucoup d'argent. Mais il n'y a pas 10 qui aident à la diffusion, pas à la distribution. Alors, conclusion, on va continuer à produire des trucs formidables. Il n'y a personne qui va voir. Autre étape, ben, le monde va se revirer le bord, on va dire, pourquoi est-ce qu'on finance ça? Si personne ne les regarde. Donc, c'est vraiment quelque chose d'important. Et c'est vrai pour notre musique, et c'est vrai pour nos livres, et c'est vrai pour nos films. Mais je pense que les gens, quand je vous dis qu'on met 50 millions au cinéma, là, je vous surprends, hein? Parce que si vous additionnez notre budget cinéma avec la dépense fiscale du crédit d'impôt, ben, ça donne à peu près ça. Alors, c'est beaucoup d'argent. Il faut bien utiliser cet argent-là. Et en ce moment, il n'est pas bien ventilé, à mon avis. C'est pas juste une question de montant, de somme, c'est comment la ventile et comment on l'utilise. Merci. Florian. Oui. Cet après-midi, c'est le rôle de l'État. Le rôle de l'État, ce sont les outils juridiques, ce dont vous avez surtout parlé. Mais il y a une autre composante au rôle de l'État, vous l'avez évoqué, Mme Simard, c'est le politique. Et il n'y a pas d'outil juridique, ce dont on a parlé aujourd'hui, s'il n'y a pas une volonté politique. Vous avez parlé de Marcel Mars, je voudrais revenir là-dessus, parce que Margaret Atwood a dit que Marcel Mars avait été le plus grand ministre des communications de l'histoire du Canada. Marcel Mars a livré une bataille énorme avant l'ALENA, au moment de l'accord de libre-échange, au nom de ce qu'il appelait la souveraineté culturelle. Il avait emprunté le terme qui avait été utilisé à Québec par Robert Bourassa dans un premier temps vis-à-vis d'Ottawa, et lui, il l'appliquait aux Américains. Il faut lire les mémoires de l'ambassadeur des États-Unis à l'époque, Aaron Gottlieb, pour voir les pressions qu'a subies le gouvernement Mulroney de la part du gouvernement américain, et pour voir la bataille interne à l'intérieur du cabinet canadien
entre Marx et les ministres économiques, le ministre des Finances à l'époque, Michael Wilson. Alors, tout ça, je ne sais pas ce que Trump va faire, mais dans les négociations internationales, tout ça est extrêmement important. Le ministre de la Culture n'est pas le ministre des Finances et n'a pas le poids à l'intérieur du cabinet, à moins que ce soit une personnalité extrêmement forte comme Marcel Marx. Et le monde culturel aurait besoin, à mon humble avis, d'un champion politique. L'ambassadeur Gottlieb raconte les pressions dont il a été l'objet de l'administration américaine. Jacques Valenti, à l'époque, le promoteur du cinéma américain en monde, qui était l'ami de Ronald Reagan, faisait pression sur Ronald Reagan lui-même, les ministres américains faisaient pression sur Gottlieb, qui faisait pression sur Mulroney, qui a écrit, l'ambassadeur canadien a écrit au premier ministre à l'époque, « Débarrassez-vous de Marcel Mars en lui donnant une promotion parce que il va faire, entre guillemets, j'aime pas ce mot-là, mais capoter l'ensemble des négociations. » Et à l'époque, M. Cardin a parlé de l'appui de l'opinion publique, d'autres aussi ont parlé de. Il y avait à l'époque, Marcel Mars était devenu, j'en parle parce que je trouve que c'est un personnage important dans l'histoire culturelle contemporaine. Et il était devenu le darling de l'élite culturelle de Toronto. Margaret Atwood, John Saul, Madame Clarkson, la gouverneure générale. Il n'y a plus, à mon avis, dans l'élite culturelle de Toronto, le mouvement qu'il y avait à l'époque à la défense de la culture canadienne. Et ça, je pense que c'est le grand problème actuel. Trump, je ne sais pas ce qu'il va faire, je ne sais pas si les Google, les Netflix de ce monde vont faire la même pression sur Trump que Jack Valenti faisait sur son ami, ancien acteur Ronald Reagan. Mais ce que je sais, c'est qu'il ne faut pas, primo, sous-estimer les batailles internes au sein du Conseil des ministres là-dessus entre le commerce et la culture. Et deuxièmement, il ne faut pas sous-estimer non plus la volonté des Américains de protéger les industries culturelles américaines et aussi le souci des Américains de mettre de l'avant l'idéologie de la libre circulation des idées, auquel, par exemple, les journalistes américains adhèrent aisément. Cette idée-là qui était inscrite par les Américains dans la Déclaration universelle des droits après la guerre, ça aussi c'est important pour les Américains. Alors, le milieu culturel a besoin d'un champion politique. Moi, j'en vois pas de champion politique. J'ai le sentiment que Mme Joly a baissé les bras, par exemple vis-à-vis de Netflix. Je ne sens pas de grand changement par rapport à Stephen Harper qui avait dit qu'il n'y aura pas de taxe Netflix. Alors, si jamais il y a une renégociation du traité de libre-échange nord-américain, je pense qu'il va falloir que le milieu culturel se trouve d'abord un champion ou une championne politique. Je souhaiterais que Mme Joly le soit, mais j'en suis pas du tout certain. À mon avis, faut que ce soit le premier ministre lui-même qui devienne le champion en se réclamant la mémoire de son père. Très bien. Ça serait vraiment super, ça. Ça serait vraiment super. Moi, il y a une idée que je trouve qui n'a pas été discutée beaucoup, puis qui n'est pas assez discutée, c'est l'idée d'adopter des politiques des méthodologies culturelles, soit une politique québécoise, une politique canadienne, qui pourrait encadrer et suggérer des formats de méthodologie qui soient accolés aux œuvres dès la production. Donc, je parle des identifiants comme en musique des ISRC, des ISWC, des ISNI, mais aussi des méthodologies descriptives, les paroles des chansons, quel style, c'était où, qui a joué dessus, qui a réalisé l'enregistrement, qui sont les collaborateurs. Donc, d'avoir une espèce de politique comme ça, puis on pourrait même intégrer à cette convention-là des outils à des fins statistiques.
j'espère. Et donc, d'avoir une politique des métadonnées pour faciliter le paiement des ayants droit, la découvrabilité des œuvres et la création de statistiques. J'avais une question à Sophie Bellet. Vous avez présenté des données sur le pourcentage d'œuvres européennes qui sont dans les catalogues des services. Je voulais savoir si vous avez des données similaires sur comment sont mises en valeur les œuvres européennes par les services en ligne. Est-ce qu'il y a une étude qui était similaire, par exemple, sur le pourcentage occupé sur des pages d'accueil ou sur la fréquence à laquelle on propose ces contenus-là aux Européens par rapport aux autres contenus? Alors, l'outil dont je vous ai parlé, qui est assez récent, ça a été mis en place l'année dernière. On a commencé avec 18 catalogues, maintenant on en est à 75. Pour l'instant, ça ne va pas spécifier par quel moyen, quel type d'œuvre a été mise en valeur dans le catalogue. Ça n'atteint pas ce type de spécification. Par contre, on sait quelles obligations sont en place dans les États membres pour ce qui est de la promotion. Donc là-dessus, comme je disais, il y a différents moyens. On peut regarder, et on a ça dans le niveau juridique de la mise en œuvre, chaque pays, et voir quel type d'outil a été proposé quand ça a été fait, parce qu'il y a aussi beaucoup d'États qui ont laissé le choix finalement aux fournisseurs de services en créant simplement une obligation de promouvoir les contenus européens, mais sans spécifier par quel moyen. Donc peut-être la prochaine étape, ça sera d'avancer encore dans le degré de spécificité. L'Observatoire se spécialise beaucoup sur cet aspect-là, parce que c'est actuellement vraiment sur la question de l'accès au contenu que la Commission se concentre actuellement. Et nous travaillons beaucoup en amont, justement, pour, dans le cadre de cette révision de directive, pratiquement, la grande majorité des données proviennent de l'Observatoire, notamment par ce genre d'outils qui sont créés et qui sont nouveaux, en fait. Pour l'instant, ça montre les œuvres européennes dans les catalogues, principalement les films. La prochaine étape, et là on travaille dessus, puisque l'Observatoire européen de l'audiovisuel assure le secrétariat général de toutes les agences de films, de fonds de soutien européens, les FARM. Donc tous les services de documentation et de statistiques des 41 États membres de l'Observatoire se réunissent régulièrement pour voir quels sont les prochains sujets d'études et pour travailler sur des questions de méthodologie. Et c'est justement un des points qui est discuté à l'EFARM, et de voir comment développer une méthodologie pour les séries télévision aussi, pour voir comment ces séries circulent et pas seulement les films. Donc il y a beaucoup de potentiel encore sur ces outils-là. Juste un petit mot, c'est que c'est très complexe parce que vous avez une seule page qui s'affiche d'abord. Moi, je suis abonné à Netflix, je suis abonné à tout. J'ai vu pour le moment que des séries américaines, sauf une fois où il y avait la série française Marseille avec Gérard Depardieu qui a été financée. Et ensuite, vous passez sur les deuxièmes pages, et là, vous n'avez pas la même que moi, parce que ça va dépendre de nos goûts. Voilà. Et c'est très compliqué parce que ça bouge tout le temps. Alors pour observer ça, c'est de la personnalité. Voilà. Juste un petit détail de méthodologie. Pour vous expliquer le degré d'artisanat de ces données, au départ, le fournisseur de données, c'est des opérateurs qui sont situés dans tous les pays où les catalogues sont observés et qui prennent tous les jours des photos de la page d'accueil. Donc, il faut montrer que c'est assez artisanal dans la manière dont... Oui, ouais. Moi, je travaille dans l'industrie de la musique, donc c'est un peu différent des fois les plateformes et comment elles sont construites. Mais en tout cas, il y aurait moyen d'évaluer, je pense, en musique, peut-être un peu plus précisément la façon que les services sont faits, comment ils mettent en valeur les contenus, et surtout, il y aurait moyen de développer des mécanismes pour les mettre en valeur davantage, que ce soit sur les listes d'accueil, mais aussi
utiliser la géolocalisation pour proposer des contenus locaux dans les listes de lecture. C'est quelque chose de, je pense, relativement simple au point de vue technologique qui peut être demandé à ces plateformes-là. Puis, entre autres, je trouve que... Ben, tout est possible dans la mesure où tu as de l'argent. Parce que contrairement à ce qu'on pense, c'est que le numérique, c'est pas juste des machines, c'est des gens Bien qui sûr. travaillent. Puis, à la base de tout ça, surtout, je pense que, pour faire écho aux propos de M. Florian, je pense, mais si ça prend de la volonté politique, Florian, ça prend de la volonté politique, chose que, bon, pour l'instant, ça ne semble pas trop être. Mais on avait sur notre tribune tantôt Pierre Gagnon, qui est un expert de la chose sur les algorithmes et la façon de pousser les contenus. C'est intéressant à suivre avec lui aussi. Bon, et les 5h05, d'autres questions? Je voudrais juste finir sur une note, parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé, c'est une note qui me tient à cœur personnellement, mais bon, dans le livre, puis avec ma formation en histoire, puis revenir un peu sur ton commentaire, Diane, sur la relève. Je pense qu'il y a un mot qui n'est pas revenu beaucoup aujourd'hui, c'est éducation. Éducation au niveau du numérique, oui, utilisation, éthique, propriété intellectuelle, droit d'auteur, on peut le mettre. Mais moi, ce qui m'inquiète particulièrement, c'est, je dirais, le manque d'intérêt de nos jeunes pour leur propre histoire. Je parle de l'histoire du Québec, ils sont à la carte, mais je parle aussi des cours d'histoire au cégep. Et je ne jette pas la pierre, moi-même, on est très intéressé par la culture du monde, par les autres. On est dans une société où on accueille des immigrants. Bon, les réfugiés, c'est le sujet de l'heure. Quand j'étais au ministère des Relations internationales, on parlait aussi d'utiliser les jeunes comme des ambassadeurs pour exporter notre culture. Mais moi, vous êtes d'accord ou non avec moi, je trouve qu'avant d'exporter notre propre culture, il faut d'abord la connaître. Et par ma propre expérience, puis avec mon histoire familiale d'immigration aussi, je peux vous dire que c'est quand tu es ailleurs que c'est là où on parle de plus de toi. Et si tu sais pas quoi répondre, ben, tu as l'air un peu fou. Donc, si tu veux être d'abord un ambassadeur de ta culture pour l'exporter, et si surtout tu veux rayonner dans le monde numérique, surtout dans un cadre de diversité des expressions culturelles et de cadre minoritaire comme on est, il faut qu'on puisse intéresser nos jeunes à se connaître. Et je ne dis pas les obliger à consommer notre culture, mais au moins de la connaître, d'en être conscient, d'être conscient de l'histoire qu'il y a derrière, d'être conscient des débats qu'on a eus, d'être conscient du parcours qui fait qu'aujourd'hui on a un cinéma, qu'aujourd'hui on a une édition, et qu'aujourd'hui on peut chanter en français. Compte tenu de l'heure, M. Sauvageau et moi avons décidé de vous épargner nos conclusions. Et alors, le mot de la fin sera simplement des remerciements à nos partenaires, le ministère des Relations internationales, le ministère de la Culture et des Communications, Commission canadienne pour l'UNESCO. Merci beaucoup pour votre soutien. Toujours essentiel pour l'organisation de ce type d'événement. Merci à tous les conférenciers, présentateurs, modérateurs, commentateurs, panels d'experts. Vous avez fait notre journée et merci à vous d'avoir été là. Tout a été capté. Nous espérons pouvoir mettre en ligne ces contenus sous peu. Vous serez tenus au courant. Merci d'avoir été là et au plaisir de vous revoir dans une prochaine activité de la chaire de discours sur la diversité des expressions culturelles. Peut-être encore avec le Centre d'études des médias. Ça s'est plutôt bien passé. Merci à tous. Bon retour à la maison et bonne fin de semaine.